Cérémonie d'ouverture du mouvement Impact Jeunesse. Cérémonie de remise de diplôme de la 13e promotion des étudiants à l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire. À l'international, Hongrie, une parlementaire allemande rend visite aux migrants. Au Japon, grande manifestation contre les lois de défense d'Abe. En Chine, les souvenirs amers des descendants d'exilés russes. Enfin, attentat de Bangkok, découverte d'autres matériaux explosifs. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci de rester fidèles à ce bulletin qui retrace l'essentiel de l'actualité. Le mouvement chrétien Impact Jeunesse a organisé le jeudi 27 août une cérémonie spéciale à laquelle ont participé plusieurs jeunes de différentes églises. Cette rencontre a eu lieu à l'église Parole Vivante. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Tel est le thème de cette rencontre. De danse, cris de joie, tambours, cymbales ont retenti ce jeudi 27 août 2015 à l'église Parole Vivante située dans la commune de Port-Bouët-Gonzague-Ville. C'était lors de la conférence annuelle du mouvement Impact Jeunes 2015 qui rassemblait les jeunes de plusieurs communautés chrétiennes. La jeunesse de l'église Parole Vivante, à travers une prestation, a souhaité la bienvenue à ses confrères. L'administrateur général de cette plateforme, Pasteur Nui Senga, a par la suite présenté cet espace qui réunit plusieurs jeunes de différentes églises. Laissez-les danser des danses qui sont dansées. Moi, il ne faut pas me regarder. Vous avez compris? Parce que les jeunes sont venus célébrer, ils sont venus sortir ce qui est en eux. Que quand en face de vous, là, il ne peut pas faire ça, il veut faire ça en eux. Je vous invite de venir voir ce qui se passe ici. Est-ce que tu parles avec ce professeur? Le thème développé par le pasteur Charles Adoko, l'orateur principal venu de l'Angleterre, est « Chercher premièrement le royaume des cieux ». Le monde a besoin de jeunesse forte, alors jeunesse chrétienne. Recherchons le royaume des cieux afin d'avoir la puissance pour impacter le monde, aller dans les profondeurs de la terre pour établir le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Cérémonie de remise de diplôme de la 13e promotion des étudiants sortants et d'ordination de la 7e promotion des pasteurs presbytériens à l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire. C'était ce samedi 29 août dans la commune d'Anyama. L'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire a procédé à la cérémonie de remise de diplôme de la 13e promotion des étudiants sortants et d'ordination de la 7e promotion des pasteurs presbytériens ce samedi 29 août à Anyama. Le responsable de cet institut a par des mots encouragé ses étudiants et pasteurs. Chers jeunes serviteurs, je vous vois très déterminés ce matin à dire que vous avez fini vos études. Mais sachez que c'est maintenant que vous alliez apprendre quand vous serez en face d'une diversité de personnes. Soyez prêts à l'encourager. Ce moment est suivi par la prédication du révérend Dr Song Peter, président de KPC USA. Paul, qui a suivi le chemin de Jésus, servit l'église d'Éphèse en toute humilité. Quand nous servons l'église avec l'humilité, il nous arrive souvent des moments où nous pleurons. Et malgré nos larmes de souffrance, nous devons servir l'église avec humilité. Même si nous faisons bonnes œuvres, nous pouvons être humiliés par les autres. 아무리 복음을 전해도 열매가 없는 것은 겸손으로 행하지 않기 때문입니다. Sans l'humilité, nous ne pourrons pas espérer porter de bons fruits de la mission. 12 étudiants finalistes et 7 pasteurs ont à tout de rôle reçu leur diplôme et ordination.
약속을 이루어가심을 감사합니다. 하나님께서 오늘 여기에 귀한 종을 불러주시고 그 마음과 뜻과 정성과 몸을 들여 응답하게 하심을 먼저 감사합니다. 여기 무릎을 꿇고 car à toi et en toi, Fils, ils se sont donnés pour ton service. Viens toi-même à travers tes indignes serviteurs que nous sommes, que leur ministère soit béni et notoire, qu'ils exercent leur charge dans l'humilité, dans ta crainte et l'obéissance à Jésus-Christ. Charge-les, transforme-les et transfigure. Moment marqué par la louange au Seigneur. Événement du savoir, le savoir qui conduit dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Tout-Puissant. Le nouveau président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre des Adventistes du 7e jour a tenu une conférence de presse le mercredi 26 août 2015 à Cocody dans la salle de bureau Ward. La Bible est le fondement de la source de certaines croyances. C'est sur cette base que la conférence générale réunie en sections fixe les croyances fondamentales officielles de l'Église adventiste du 7e jour et en révision tous les 5 ans pour faire le bilan des activités, élit ses dirigeants et ceux de ses bureaux régionaux. Du 2 au 11 juillet dernier, à San Antonio, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, s'est tenue la 60e section, d'où l'élection du Dr Pasteur Eliwek, président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui regroupe 22 pays, d'où le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 26 août, devant un parterre de fidèles et journalistes, une conférence de presse a eu lieu dans la salle de conférence des bureaux de division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre 6 à Cocody. Mais ici, c'est une élection dans le sens que notre Église récemment, c'est-à-dire à la session qui s'est passée aux États-Unis, à San Antonio, au Texas, elle s'est réunie de façon mondiale. Des délégués sont venus du monde entier. Et ils nomment les présidents des divisions, c'est-à-dire ces présidents des divisions sont des vice-présidents pour le président mondial. Ils aident donc le président mondial à couvrir les activités de l'Église dans une région donnée. Je vous apprends que j'ai été surpris par cette élection, mais j'accepte parce que je pense que c'est un appel de Dieu. Alors, dire ce qu'on va apporter de nouveau à l'Église, c'est mettre l'emphase sur l'évangile. Enfin, le rôle de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire faire que Jésus soit reconnu au vrai dans le territoire que nous occupons. Donc, nous allons mettre un accent spécial sur l'évangélisation. L'Église adventiste du 7e jour a, en plus de sa mission et ses objectifs à atteindre, à son activité principale. Nous avons 7800 écoles primaires, 115 universités, 60 écoles professionnelles, 1900 écoles secondaires, 173 hôpitaux, 215 cliniques et dispensaires, 40 orphelinats et 65 maisons d'édition qui utilisent 400 langues ou dialectes à travers le monde. Nous avons aussi une structure qu'on appelle ADRA. ADRA participe au développement dans plusieurs régions du monde, surtout les régions vraiment déshéritées. ADRA travaille avec les Nations Unies pour pénétrer dans certaines zones et apporter des soulagements à plusieurs populations. Présent dans plus de 209 pays dans le monde, l'Église adventiste du 7e jour s'enracine dans les courants qui ont marqué la spiritualité du christianisme vers la fin du XVIIe siècle et au début du XIXe siècle. Nous vous proposons de suivre à présent quelques impressions au micro de notre reporter. Nous allons essayer de faire face à chaque pays, voyez-vous, à ses particularités. Donc nous allons considérer toutes ces particularités et travailler si possible. Et comme c'est le travail de l'esprit, je suis sûr que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Nous pensons immédiatement à avoir une université. Nous en avons officiellement 3 sur notre territoire. La 4e pourra s'instituer en Côte d'Ivoire.
nous allons aussi ramener les Ivoiriens. Ça s'est porté bien. Parce que si ça se porte bien, la Côte d'Ivoire sera bien pour tout le monde. Donc, sur base de la parole de Dieu aussi, mais aussi avec toutes les expertises que nous savons. Une conférence de presse a eu lieu le dimanche 23 août dernier au siège de l'ONG Atafa. L'objectif était de présenter l'ensemble de leur bilan à mi-parcours. Ce dimanche 23 août, à travers une conférence de presse animée par Madame Tebili, l'ONG Atafa a présenté ses objectifs et ses actions. On ne peut pas approcher l'évangile à quelqu'un qui a le ventre vide. Il va écouter, mais il n'attendra pas. Voilà. Donc c'est comme ça que mes amis et moi on s'est mis ensemble. On a créé cette ONG qui s'occupe vraiment des enfants, des veuves et des jeunes filles déscolarisées. Donc nos objectifs réels, c'était vraiment d'accompagner ces filles-là. Voilà, dans la couture, la coiffure, la couture, l'informatique et aussi l'alphabétisation. Un cocktail a été offert. La structure de voyage partie en Israël-Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'organisation des pèlerinages en Terre Sainte, a tenu une conférence de presse pour donner des dates retenues pour le pèlerinage. En 2006, partirenisraël.com réinvente en quelques années le séjour en Terre Sainte. Un pari gagné jusqu'en 2012, le groupe fait partager à près de 40 000 voyageurs son amour et expertise d'Israël. EFH est appelé en 2013 par des institutions religieuses ivoiriennes pour organiser des pèlerinages chrétiens au départ de la Côte d'Ivoire. Le temps est donné. Je représente le groupe EFH ici dans cette assemblée. Nous sommes depuis 2013 installés en Côte d'Ivoire. C'est un groupe franco-israélien. Notre but, évidemment, est d'emmener le maximum de pèlerins. Je dis bien de pèlerins qui peuvent être chrétiens évangélistes, chrétiens catholiques, mais aussi musulmans. L'année dernière, au cours des fêtes d'ICJ, la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquée puisque c'était un des groupes les plus importants qui participaient aux fêtes d'ICJ. Donc nous sommes la support, nous sommes un tour opérateur. Nous avons proposé des schémas de pèlerinage clé en main, c'est-à-dire que tout est prévu, tout est payé d'avance, il n'y a aucune chose à rajouter. Partirenisraël.ci ouvre ses portes à Abidjan en octobre 2013 avec des circuits chrétiens spécialisés pour les fidèles ivoiriens désireux de se rendre en Terre Sainte. Gloire à Dieu, c'était un honneur pour moi de parler du pèlerinage, mais de mettre un point d'orgue sur la fête du Sukkot, la fête des tabernacles. Cette année, la période que nous avons retenue, c'est le 25 au 5 octobre. Il y aura deux choses. La première des choses, c'est la fête même du tabernacle. Christ est celui dont le message a touché les extrémités de la terre. Tout l'exécutif israélien intervient et un des représentants du rabbin de Jérusalem vient dire toute leur affection au corps de Christ en général. On aurait pu dire saison 1. Saison 2, c'est visite. Nous ferons des incursions sur les territoires palestiniens pour visiter les tombeaux des patriarches. Nous irons à Jéricho, nous monterons à Galilée. Donc deux parties, si je me résume, le Sourate et puis marcher dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ. Et je voudrais choisir ce moment pour dire aux uns aux autres, ce que la Bible dit, et j'aime ma Bible, est vrai. Les choses, on les voit, on les touche. Il ressort amplement au sortir de l'entretien de nos différents pèlerins que, contrairement à ce que les gens pourraient dire, la Bible n'est pas un banal livre d'histoire, mais c'est un livre vérifiable et cela se fera en Israël pour le Sukkot 2015. Je fais partie de la diaspora et j'ai décidé cette année de partir depuis Abidjan.
parce que l'année dernière, c'était ma première fois. Et ça a été un moment impressionnant, merveilleux et inoubliable. Et je voulais dire une chose, c'est que il est bon de tout chrétien qui cherche véritablement Dieu de partir en Israël. Actualité internationale, plus précisément en Afrique, un groupe de 163 enfants soldats centrafricains, dont 5 filles, ont été libérés vendredi par des miliciens anti-Balaka à Batafongo, dans l'ouest du pays. Ceux-là qui ont des difficultés de retourner dans le cursus normal de l'école, nous allons organiser les cours de rattrapage scolaire ou certains cours accélérés. Mais aussi, il y aura l'apprentissage de métiers ainsi que les activités génératrices de revenus pour la réinsertion de ces enfants. Mais bien sûr, en parallèle aussi, il nous faut une recherche de financement parce que reprendre les enfants, retrouver les familles, leur apporter un appui sur le plan médical, psychosocial, scolaire, tout ça demande des ressources sur lesquelles aussi on travaille parallèlement et que ces ressources-là ne sont pas disponibles pour les milliers d'enfants que nous avons à libérer d'ici une période de 1 an. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages rapporte des millions de dollars chaque année. L'écrasante majorité des fermiers et des investisseurs sont blancs, mais certains hommes noirs ont commencé à ouvrir la voie à une transformation de cette industrie de luxe. Ces impalas noirs enceintes ont rapporté plus de 24 000 dollars chacune à Mike Rabo. Après 3 ans d'investissement dans sa ferme dans le Limpopo, cet éleveur sud-africain a participé à une vente aux enchères et vendu des gnous et des antilopes pour la première fois. Aujourd'hui, il les capture pour les livrer à leurs nouveaux propriétaires. Une opération compliquée et dangereuse. Le vétérinaire tranquillise les animaux depuis l'hélicoptère et le reste de l'équipe a peu de temps pour aller les chercher, vérifier leur état et les embarquer à bord d'un camion. Nous n'avons pas eu d'animaux problématiques jusque-là. On est content. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin des opérations. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages, buffles, antilopes et gnous, représente des dizaines de millions de dollars. Une industrie traditionnellement dominée par les fermiers blancs, car le régime de l'apartheid restreignait le droit à la propriété des Noirs. Aujourd'hui encore, difficile de se lancer sans un gros capital. Il faut des centaines d'hectares et des animaux avec des caractéristiques génétiques précises pour commencer un élevage. J'aide des communautés qui ont bénéficié de restitution de terrain à commencer des élevages. On fait en sorte que ce soit possible pour eux en retirant certaines barrières. Quand ils n'ont pas de terrain, par exemple, on leur en prête, on apporte notre savoir-faire, on fournit le bélier ou le taureau quand ils n'en ont pas, donc ça les aide vraiment. Sur les 1500 fermiers que compte l'Association nationale des éleveurs d'animaux sauvages, seulement 15 sont noirs. La gauche radicale sud-africaine demande à ce que les terres des Blancs soient redistribuées aux Noirs, ce qui inquiète certains éleveurs. Mais sans utiliser des méthodes aussi extrêmes, beaucoup sont convaincus que l'industrie a besoin de se transformer pour prospérer. Comme Peter, qui a aidé Mike à se lancer. C'est le futur de l'élevage, nous devons unir nos efforts pour que ça progresse. Ce n'est pas une industrie de blancs, c'est une industrie pour quiconque croit en son avenir. Dans un pays où le salaire moyen des ménages noirs est de 625 $ par mois, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avait suscité l'indignation en investissant dans cette industrie. Mais il n'a pas fait les gros titres quand il a vendu 3 impalas à flanc blanc pour 2,5 millions de dollars lors de cette vente aux enchères en 2014. Un signe que l'élevage d'antilopes et de buffles génère désormais plus d'intérêt et de convoitise que de scandales. Le député François Derugui, qui a quitté le parti Europe Écologie Les Verts, a expliqué les raisons de son départ depuis La Rochelle, où il était invité à l'université d'été du Parti socialiste. Regardez. Europe Écologie, au départ, ça a été lancé par Danny Cohn-Bendit. Et le but, c'était d'avoir un mouvement écologiste ouvert sur la société, pro-européen, qui soit vraiment pour l'exercice des responsabilités dans un aspect, je dirais, d'écologie pragmatique et responsable. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne reconnaît ce projet
plus personne ne reconnaît cet élan, plus personne ne reconnaît cette dynamique lancée par Danny Cohn-Bendit en 2009 dans ce qu'est devenu EELV. Il y a eu une dérive qui se caractérise par 2 points que moi je ne supportais plus. C'est le repli sectaire, c'est-à-dire que tout est vu au travers de questions internes, d'enjeux internes, alors que un mouvement comme EELV aujourd'hui c'est 3-4 000 personnes. Puis il y a une autre dérive, c'est que on est passé d'un parti de gouvernement à un parti protestataire, contestataire de par ses prises de position. Sondage après sondage, les Français nous disent, et notamment celles et ceux qui ont voté pour les écologistes, et c'est quand même pour eux que nous travaillons, c'est pour eux que nous sommes là. Et ils nous disent, nous souhaitons que vous travailliez avec le gouvernement, 80%. Et il n'y a que à peine 8% des gens qui souhaitent le rapprochement avec le Front de gauche, et c'est exactement l'inverse que fait le parti. Ce n'est pas possible. Sur le moment actuel, c'est à François Hollande, président de la République, de décider s'il pense qu'il faut en effet avoir un gouvernement qui rassemble plus largement qu'aujourd'hui, ou pas, que le moment est venu, ou pas. C'est pas à nous de le demander, c'est pas à nous de le dire. Nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à discuter concrètement, pas en théorie, sur quelles vont être les mesures que nous pouvons prendre dans les 18 derniers mois. Nous sommes dans les 18 derniers mois du mandat de François. Annette Groff, députée au Bundestag, s'est rendue dimanche dans le camp de fortune de la station de train de Budapest où des milliers de migrants sont installés. Elle dénonce la politique hongroise et explique que l'Europe est complice des passeurs tant qu'elle ne permet pas aux réfugiés de traverser librement les frontières. C'est absolument inacceptable. Voyez vous-même, les gens dorment à même le sol. Je viens de parler à une étudiante allemande en médecine qui me disait qu'il y avait toutes sortes de maladies. Une femme a accouché sur cette place avant-hier. Les enfants n'ont pas assez d'eau. Ils sont dépendants des passeurs, des trafiquants. Ils risquent leur vie ou tout du moins leur argent, parce que beaucoup de passeurs prennent l'argent et laissent les personnes au milieu de nulle part. C'est absolument inacceptable. Et nous alimentons ce trafic tant que nous ne délivrons pas des visas humanitaires, comme je les appelle, c'est-à-dire l'accès à l'Europe. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le Parlement dimanche 30 août à Tokyo pour protester contre les lois visant à élargir les prérogatives de l'armée japonaise. Je ne veux pas rester les bras croisés. Quand je pense qu'avec les dérives du gouvernement Abe, le Japon pourrait devenir un pays capable de faire la guerre. Pendant 70 ans, grâce à l'article 9 de notre Constitution, le Japon a réussi à ne pas s'engager sur le chemin de la guerre, ni subir la moindre agression. L'article 9 est le fondement de notre nation. À la frontière de la Chine et de la Russie, des descendants d'exilés russes se rappellent avec amertume d'un passé pas si lointain où ils étaient soupçonnés d'espionnage pour le compte de l'URSS. Suivons cet élément. Ce sont ses yeux clairs qui le trahissent. La mère de Chu Yingje était russe. Elle est arrivée en Chine après avoir fui la révolution de 1917. Une histoire pas si inhabituelle à Hongjiang, petit village du nord-est de la Chine. Une histoire douloureuse aussi. Pendant la révolution culturelle lancée par Mao Zedong dans les années 60 et 70, ces immigrés russes et leurs enfants ont souvent été accusés d'espionnage. Quelqu'un m'a demandé ce que j'avais fait pour les espions russes. J'ai dit que je n'avais rien fait. Ils m'ont battu. Certains ont été battus mais ont refusé de parler. D'autres ont admis des choses après avoir été battus. Ça n'a aucun sens. Si certains de leurs parents ont en effet aidé l'Union soviétique, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la lutte contre l'occupation japonaise.
Ils l'ont payé cher. Le père de Zhang Yushan a été emprisonné et battu avant de se suicider. Ces geôliers habitent toujours ici. Quand j'étais plus jeune, j'avais la vengeance dans le cœur. Mais à quoi sert la vengeance? Vous le tuez et puis quoi? Plutôt que la vengeance, certains ont pensé à la fuite. La frontière n'est pas loin. De l'autre côté de cette rivière, c'est la Russie. Je voulais vraiment partir. Je sais bien nager. Mais il reste toujours les vieux et les enfants. Je ne pouvais fuir. Aujourd'hui, les rapports entre la Russie et la Chine se sont beaucoup améliorés. Pourtant, les anciens encouragent la nouvelle génération à se marier avec des Chinois d'origine pour protéger leurs descendants, qu'ils aient l'air moins occidentaux et donc moins suspects. Pour terminer, des matériaux explosifs servant à fabriquer des bombes ont été découverts lors d'un raid dans une banlieue proche de celle où le suspect de l'attentat de Bangkok a été interpellé le samedi. C'est la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et restons fidèles à notre chaîne panafricaine Béni TV. À bientôt.